C'est un ensemble de bâtiments qui fascine, et je me suis demandé comment ce qui était dessiné comme un paradis sur Terre a pu sombrer à ce point-là, au point de devenir un des pires quartiers d'Europe. Je me suis penché sur ce cas, je suis allé là-bas, et j'ai entrevu la descente aux enfers de la Scampia. Il faut d'abord dire que Naples est une drôle de ville. Économiquement, elle est passée d'un très haut statut, par exemple au XVIIe siècle, elle a été décrite par certains diplomates comme la plus belle ville du monde, avec la plus grande activité littéraire, artistique, scientifique. C'est-à-dire que pendant un moment en Europe, il y a Paris et Naples. Et puis vient l'unification de l'Italie. Juste avant l'unification, Naples, c'est la première puissance industrielle en Italie, la troisième en Europe. Il y a là-bas beaucoup d'inventions à ce moment-là, et puis sûrement poussé par l'influence de l'Empire français à Naples, le modèle de la France, et plus généralement des pensées qui vont vers une forme de nationalisme. Ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est d'unifier les pays, les petits royaumes, et c'est ce qui se passe en Italie. Après, est-ce que ça a desservi la ville de Naples? Il y a deux points de vue qui s'opposent. Le point de vue du Sud qui dirait grossièrement, je suis pas très bon en économie, mais que les richesses qu'il y avait à Naples, et il y en avait beaucoup, il y avait 70% de l'or italien qui se trouvait là-bas, auraient été plutôt envoyés vers le nord pour industrialiser le pays, dans des villes par exemple comme Milan. Milan à ce moment-là... Milan fait envie aux Américains qui l'ont baptisée la fabuleuse, la ville des autocrates et des forces gigantesques. Très bien vue et flamboyante, notamment de par son industrie, et celle des villes qui sont autour. C'est sûrement aussi dû à sa position géographique qui lui permet de faire du commerce avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Autriche, avec les pays qui sont autour. Et le point de vue du Nord, lui, dit que Naples était déjà en train de décliner avant même qu'il y ait l'unification et justement ces richesses qui partent au Nord. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, et jusqu'au début du XXe siècle, Naples, globalement, est défavorisée. Il y a des hauts, il y a des bas, mais l'économie là-bas n'est pas très bonne, et naît une autre économie qui va aussi nous intéresser par rapport au sujet qu'est la Scampia, c'est l'économie souterraine ou la mafia. Et puis à cette situation qui n'est pas bonne vient s'ajouter la Seconde Guerre mondiale et de multiples bombardements sur Naples. D'abord des Anglais, puis des Américains, et enfin des Allemands. Ça détruit une partie de la ville, et donc ça crée du mal logement, de l'insalubrité. Il y a une bonne part de Napolitains qui vivent dans de piètres conditions. Pendant ce temps, il y a un certain Francesco Di Salvo, originaire de Palerme, qui a terminé ses études d'architecture, qui voyage dans différentes villes européennes, et qui, à la fin de la guerre, au moment de la reconstruction, commence à avoir ses premiers contrats. Évidemment, pour un architecte de cette époque, Le Corbusier va être une grande inspiration. Il y en a d'autres aussi, les connus, Mies van der Rohe, mais je vais pas plus m'attarder sur son cas, déjà parce que c'est assez peu documenté, et c'est pas réellement ce qui va nous intéresser. On va plutôt regarder ce qu'il a fait. Fin des années 40, il commence par un bloc d'habitation qui est censé révolutionner le logement social, mais qui est plutôt simple. Et puis il va en faire deux autres, qu'on appelle des rione, qui est un mot de ce que j'ai compris entre quartier et cité. Du coup, il va faire ces petits bâtiments plutôt simples, qui tiennent d'ailleurs encore debout. Et pour ce qui est en tout cas du rione Cavour, je dirais qu'il est plutôt réussi, avec... Disons que les blocs sont simples, ils sont pas beaux, mais ils sont simples, avec des jardins entre chaque, assez peu d'étages, et aux derniers étages, il a pensé à mettre des terrasses. Mais disons qu'il se différencie pas plus que ça d'un autre architecte. Ensuite, il obtient des postes qui nous intéressent moins, il perd des concours, c'est un petit peu la vie d'architecte, c'est ça, c'est faire des concours, ne pas être sélectionné ou que le projet ne se fasse pas, et comme ça, on arrive jusque dans les années 60, où il y a deux points qui nous intéressent. Le premier, c'est ce qu'il va appeler Nolana City. C'est une ville pensée comme futuriste. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup d'archives, et puis c'est pas faite, donc j'ai pu avoir que ce croquis, mais on peut remarquer toutes les mauvaises idées du moment. Le moment où on imaginait la ville du futur, avec ses villes sur plusieurs niveaux, qui aujourd'hui sont des échecs, et puis des bâtiments qui ne se sont jamais faits, avec des formes étranges comme ça, qui se développent horizontalement au fur et à mesure qu'ils montent. Il y a à moitié un hyperloop au milieu de la ville. Voilà, c'est le projet pour que l'architecte brille, parce qu'il y a un certain âge où l'architecte doit briller, il doit faire son grand projet. Ça fait évidemment penser au plan voisin du Corbusier, le génial plan voisin, sauf que là, Dieu merci, il veut pas raser Naples, je crois qu'il veut le faire dans une petite ville qui s'appelle Nola.
d'où Nolana City. Mais il y a un deuxième projet pendant les années 60, et lui va se faire, le projet de la Scampia. Il va être sélectionné pour aménager l'espace de la Scampia. Alors, la Scampia, avant lui, c'est simplement une étendue rurale qui jouxte Naples, sur lequel il y a des arbres fruitiers, il y a une vie rurale à côté de la ville, et elle remonte puisque on est à Naples, et il y a même à certains endroits des ruines romaines. Donc c'est habité depuis longtemps. Et le projet de la Scampia, c'est d'aménager cet espace rural pour le bétonner, mettre des tours partout. Voilà. Couler une grande dalle en béton sur la Scampia, et y mettre d'immenses tours. C'est un projet colossal. Je trouve que le cas de la Scampia est intéressant parce qu'il représente un mouvement, à ce moment-là en Italie, qui est la forte industrialisation. Forcément, il y a la concurrence avec les autres pays, et il faut que l'Italie se mette dans la course. Et donc, il va y avoir cette forte industrialisation qui va passer notamment par ces logements proches des villes, dans lesquels il faut attirer le plus possible la population rurale, pour qu'elle puisse travailler dans des usines, dans les chantiers, à construire la ville. Et donc, dans la construction de la Scampia, il y a cette double idée de, certes, reloger les délogés de la guerre et des bombardements, mais aussi de faire changer de mode de vie les Italiens, qui, surtout dans cette région, avaient une façon de vivre rurale. Et ça va permettre d'assainir la ville aussi de ce qu'on pourrait appeler des bidonvilles, des habitations de fortune dans lesquelles un certain nombre de Napolitains vivent. Donc dans cet immense projet de la Scampia, la responsabilité de Di Salvo, ça va être ce qu'il appelle les vele. En italien, ça veut dire les voiles. C'est dû à la forme des bâtiments de voiles. L'idée, ça va être de placer 7 de ces voiles d'une petite quinzaine d'étages, assez espacées les unes des autres pour déjà qu'il y ait de la lumière et puis qu'il puisse y avoir des jardins entre. Il faut dire aussi que la forme de ces voiles est assez atypique et elle permet de mettre énormément de terrasses, d'assez grandes terrasses pour un certain nombre de bâtiments, et elle est tout entourée de balcons. Donc autant vous dire qu'on vous propose ça avec une vue sur le Vésuve, à 10 minutes de Naples. On y respire bien, il y a des transports pour nous emmener dans le centre historique. Puis l'inspiration du Corbusier fait que chacune de ces voiles est aussi faite pour fonctionner individuellement, avec déjà tous les 6 étages des espaces communs pour que les voisins se retrouvent. Puis à l'intérieur de chaque voile, il y a un espace entre les deux bâtiments qui doit être un espace de socialisation et puis qui reproduit les ruelles du centre historique de Naples, avec, en tout cas c'était l'idée, qui est des odeurs de nourriture, qui est cette chaleur comme ça qu'il y a à Naples. Donc autant vous dire que quand vous vivez à moitié à la rue dans ces habitations que vous avez vous-même fabriquées en tôle, les voiles de la Scampia, c'est plutôt un rêve. Puis elle a tout pour être un paradis, d'autant qu'elle a comme des sœurs à travers le monde, notamment une pas loin d'ici, à Villeneuve-Loubet, à côté de Nice. Marina Baie des Anges, par exemple, le dernier né de cette rage de construire qui sévit sur la côte depuis que la mer et le soleil sont à la mode, a peut-être, malgré ses qualités architecturales, dépassé la mesure. C'est un ensemble de bâtiments, cette fois autour d'un port, mais qui ressemble beaucoup, et qui a été pour sûr une inspiration pour Di Salvo. À ce moment-là aussi, pendant les années 60, il y a la Grande Motte qui est en train de se construire. Ça m'y fait plus penser, d'une part pour la forme des bâtiments, mais surtout sa disposition en ville. Parce que c'est ça l'idée de la Scampia, c'est que ce soit aussi une ville indépendante. Elle est à côté de Naples, mais elle est censée fonctionner d'elle-même comme une ville du futur. Je vais pas citer tous les bâtiments ressemblants, mais c'est vrai que le village olympique de Montréal, aussi construit à ce moment-là pour recevoir les athlètes, ressemble énormément. Cette fois avec des Québécois, une autre ambiance. Et il se trouve que la situation désastreuse que j'ai décrite fin de la Seconde Guerre mondiale s'est beaucoup arrangée par la suite. C'est suivi de ce qu'on va appeler pour la première fois un miracle économique pendant les années 50, 60. Encore une fois, je m'y connais peu en économie, mais il y a une augmentation du PIB de 5 à 6% durant ce moment-là en Italie. Alors certes, c'est beaucoup dû aux villes du Nord, notamment à Milan, mais Naples à ce moment-là se porte aussi plutôt bien, notamment grâce à l'industrie du bâtiment. Et c'est dans ce contexte-là que vont être pensées et construites les voiles. En 1977, les voiles ne sont même pas encore terminées que leur architecte, Francesco Di Salvo, va décéder. Et la lente descente aux enfers que va connaître Scampia à partir de là, il la verra jamais. Les problèmes commencent avec son exécution. Les voiles sont mal faites. Déjà, les mesures ne sont pas respectées par rapport au plan. Ça se voit à l'œil nu, que ce soit les passerelles entre les voiles, qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus grosses, alors qu'elles devaient être partiellement dans des matériaux transparents, et puis sembler très légères. Puis il y a aussi l'écartement entre les voiles. On pourrait se dire que c'est pas grand chose, mais en termes de lumière, ça fait toute la différence. Peu importe l'heure qu'il est, il fait sombre, et la dernière fois que j'y suis allé, ça donnait l'impression qu'il pleuvait tellement il y a de fuites qui tombent comme ça entre les deux voiles. Il y avait aussi des ascenseurs qui étaient prévus, plusieurs ascenseurs dans chaque voile, ce qui peut être pratique, par exemple quand on habite au 15e étage, et il y en aura finalement très peu mis en fonction, et ce peu-là s'arrêtera de fonctionner quelques années après. Puis on va se rendre compte aussi que tous les services, les infrastructures qui étaient prévues dans le quartier, n'arrive jamais. Le plan n'est juste pas respecté, c'est mal fait, et il n'est pas impossible que l'argent des travaux ait été détourné.
Au 9e jour de la terreur et de la détresse dans ces villages de montagne, la pluie, la boue et la neige ajoutent une note encore plus dramatique à la tragédie que vit l'Italie du Sud depuis le tremblement de terre du 23 novembre. Partir ou rester, l'exode ou la fidélité au village, ou plutôt aux ruines de Laviano, ici comme ailleurs, ces rescapés ont le choix. Un choix déchirant à faire, les ruines cachent encore les corps d'un enfant, d'une épouse ou d'un ami. Mais pour beaucoup, les lendemains seront ici, près de leur mort, et ils rebâtiront sur les ruines. Ce séisme, le séisme d'Irpina, c'est un véritable drame. Il détruit une partie de Naples, et surtout beaucoup de villages aux alentours. De ce que j'ai compris à ce moment-là, la population rurale voulait plutôt rester là où ils étaient, malgré le fait que leur village était dévasté, et reconstruire. Les autorités ont réquisitionné des hôtels pour loger les réfugiés qui ne peuvent pas rester ici. Ceux de Naples ont accepté, ceux de Laviano, eux, ne veulent pas partir. Ils refusent par leur départ de consacrer la fin définitive de leur village. Ils refusent aussi, et comment ne pas les comprendre, d'abandonner et donc pour eux de trahir leur mort. La population napolitaine, elle, voulait être relogée, et ça a donné ces scènes surréalistes sur les grandes places de la ville, avec des camps de voitures, véritablement des familles entières qui campaient avec leurs voitures et dormaient à même le sol. Forcément, à ce moment-là, la Scampia est vue comme une solution. En fait, les travaux et leur construction n'est même pas terminée, que déjà se pressent des gens qui étaient délogés du séisme, et avec visiblement l'administration qui ne suit pas, tout ne se fait pas légalement, ils sont aussi suivis par des squatteurs et des gens plus ou moins légitimes qui s'approprient les pièces, c'est là que le bordel commence. Pour la reconstruction de Naples et de ses environs, il y a beaucoup de fonds qui sont attribués justement au chantier, et c'est un certain Raffaele Cutolo, à ce moment-là, parrain de la mafia, qui entretient, on va dire, de bons rapports avec le monde politique. Et c'est par chance, sûrement par pur hasard, que beaucoup de contrats de reconstruction tombent dans les mains d'entreprises mafieuses. Et de là, de l'argent est détourné, et c'est ce qui va marquer pour la mafia un tournant, puisqu'elle va devenir entrepreneuriale, immobilière. Plus tard, il y a des histoires de tri de déchets, et c'est aussi à partir de ces années-là que la Scampia tombe dans les mains de la mafia, alors qu'elle n'est pas encore terminée, et là, les fonds qui lui sont attribués vont être détournés pour le coup. Je voudrais faire un point, parce que ça va être important pour la suite, sur l'organisation de ce qu'on appelle la Camorra. La Camorra, c'est la forme de mafia qu'il y a à Naples, comme la Cosa Nostra en Sicile, et ces deux formes de mafia ont des modèles qui sont différents. La mafia, c'est un phénomène qui touche à la société, à l'organisation de la société, qui touche la culture d'un peuple, qui touche l'histoire. Là où à Naples, elle est assez peu organisée, ou en tout cas organisée en différents clans. Je crois que dans la ville et ses environs, il n'y a pas loin de 200 clans. De l'autre côté, la Cosa Nostra a une organisation qui est plus pyramidale, avec un chef tout en haut, et entre guillemets, un seul et même clan, plus familial à ce que j'ai compris, et qui descend jusqu'aux subordonnés des subordonnés. Ça, c'est important à comprendre parce que à partir des années 80, Cutolo, justement, Raffaele Cutolo, qui est le parrain dont on a parlé, qui a une certaine importance, a pour projet de transformer l'organisation de la Camorra dans quelque chose qui ressemblerait à celle de la Cosa Nostra. Évidemment, ce serait lui à sa tête, ce serait la suprématie de Cutolo, et en dessous de lui, une organisation pyramidale. Et ça démarre l'autre guerre qui va bombarder la ville pendant 3 ans, en 81, 82, 83. À chacune de ces années, il y a presque 300 morts des guerres de clans, puisqu'évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et notamment, il y a une organisation qui leur fait face, dans laquelle il y a Paolo Di Lauro. Officiellement, ce Di Lauro, c'est un genre d'homme d'affaires qui a des magasins, notamment en France, à Nice, à Lyon, à Paris. Il est assez discret et ça lui permet de grimper les échelons jusqu'à devenir un homme puissant, important, puisque c'est lui qui va prendre le contrôle de la Scampia. D'abord, il l'utilise pour le trafic de cigarettes, qui se fait déjà à Naples, et notamment beaucoup à ce moment-là. Puis vient un trafic qui est beaucoup plus lucratif, le trafic de drogue, avec la cocaïne et surtout l'héroïne. Et de là, la Scampia, qui était abandonnée par les pouvoirs publics, va être prise en main par Di Lauro, et il va la transformer en véritable forteresse de la drogue. Il a à sa disposition des soudeurs, des électriciens, qui vont la transformer, justement pour les arranger, pour arranger le trafic de drogue, et il va en faire le plus grand supermarché de vente au détail de drogue en Europe. Et pour vous donner une idée, la Scampia va rapporter jusqu'à 500 000 € par jour. Évidemment, ça transforme le quartier. Le trafic de drogue, forcément, il y a certains habitants qui doivent remettre les clés de chez eux, ou j'imagine un double, parce que la Camorra va utiliser leur appartement pour cacher de la drogue, puis ça va apporter une population de drogués avec tout ce que ça sous-entend, comme les enfants qui jouent sur des terrains jonchés de seringues, et puis même, j'ai pas de témoignage de ce moment-là, mais pour avoir vu ce que c'est que vivre dans un quartier où il y a des drogués,
c'est infernal, ils sont irresponsables, ils sont imprévisibles, ils n'ont rien à perdre, je veux dire, c'est très compliqué de vivre avec eux. Et par-dessus ça, il va se créer un genre de synergie avec la Camorra qui a besoin, justement, qu'il y ait de ces drogués qui sont dans une espèce de misère sociale et qui n'ont pas toujours de l'argent pour se payer des doses, et justement la Camorra va leur en offrir, alors j'imagine d'une part pour en rendre certains accros, et surtout pour tester leurs marchandises, et s'assurer qu'elles ne tuent pas par exemple. L'offrir à un drogué, l'observer, voir si voilà, il meurt dans les quelques heures qui suivent, et sinon pouvoir vendre. C'est une immonde synergie. La Scampia, c'est un quartier à l'image de Naples qui est très croyant, très catholique, et c'est le pape Jean-Paul II lui-même qui va le visiter en 1990 et qui va en dire ceci. Je remercie votre archevêque, cardinal Michele Giordano, qui m'a fait découvrir le double visage de votre quartier. D'une part, les énormes problèmes et souffrances qui pèsent sur vous. D'autre part, la force d'esprit et l'espérance chrétienne avec lesquelles vous affrontez le quotidien. Ce sont d'assez belles paroles, et c'est vraiment ce qui ressortait de beau parmi toutes les archives que j'ai vues sur la Scampia, et tout ce qu'il y a de cauchemardesque dans ce quartier. Il y a, malgré tout, peut-être grâce à cette situation, de la foi dans le cœur de ses habitants. Et la foi, elle vient sûrement, et elle est mise aussi à l'épreuve dans les moments les plus désespérants. Et c'est en 1997 qu'il y a le réel aveu d'échec de la part des autorités qui commencent à détruire les voiles de la Scampia. Toutes ne sont pas détruites, d'ailleurs il y en a toujours qui sont debout, mais c'est là que va commencer vraiment la destruction, parce qu'il y en a aussi qui ne seront jamais construites. Et là c'est l'échec dans l'échec, c'est-à-dire que l'aveu d'échec de la Scampia va se solder par un échec même de la destruction, puisque les explosifs ne suffisent pas, la voile reste debout. Est-ce un symbole ? Je ne sais pas, je dis ça au hasard. En 2000, il y a un court épisode avec la communauté Rome. Alors, court épisode, mais ça témoigne aussi de la difficulté du quartier, c'est qu'il y a un Rome alcoolisé au volant qui renverse une fillette à la Scampia, et les habitants de la Scampia choisissent de le pardonner et tournent la page. C'est pas vrai. C'est la mafia qui va s'occuper de brûler 100 de leurs baraques, et ils vont devoir déménager en dehors du quartier de la Scampia. Jusqu'à là, la Scampia est toujours sous le contrôle de Di Lauro, et ça va durer jusqu'à ce qu'il soit en cavale, en 2002, où il y a un mandat d'arrêt contre lui, et il va échapper à la police jusqu'en 2005, où définitivement il sera sous les barreaux. Cette période de cavale, c'est à ce moment-là que ses fils prennent plus d'importance, notamment Cosimo pour la Scampia, mais il a beaucoup d'enfants. J'ai revu la saison 1 de Gomorrah pour cet épisode, et en fait, c'est à peu près la famille Savastano. La famille Di Lauro en vrai, et la famille Savastano dans la série. Mais il semblerait que ce soit un petit peu anachronique, c'est-à-dire que les personnages qu'on voit dans la série sont des sommes des personnages même des périodes d'avant. Quoi qu'il en soit, il va se passer la même chose pendant que le père passe la main au fils, c'est que le fils va placer de plus en plus de personnes de sa génération, et ça va pas plaire aux mafieux de la génération de son père, puisqu'ils vont devoir partager le butin entre plus de monde déjà, et qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, le même, entre guillemets, code d'honneur, et cette guerre, elle va aussi causer des centaines de morts autour de l'année 2004, jusqu'à ce qu'en 2005, père et fils soient arrêtés. Le phénomène d'arrestation et l'efficacité de la police face à la mafia, il ne va faire que croître à partir de ce moment-là, jusqu'à mettre 90% des patrons sous les écrous. Et donc après ça, on pourrait s'imaginer que le calme revienne, mais pas du tout, au contraire. Ça va déstructurer le peu d'hierarchie qu'il y avait dans la Camorra, et les jeunes vont se partager le territoire avec leur fougue, leur ambition. Et le souci avec cette dynamique, c'est qu'ils vont être de plus en plus jeunes, jusqu'à 14-15 ans, et c'est ce qu'on va appeler les baby gangs, justement parce qu'ils sont très jeunes. C'est un phénomène qui va toucher Naples et ses environs, et comme ça, jusqu'en 2012, il y a encore des règlements de compte qui vont faire cette année-là 50 morts dans la Scampia, mais la police qui va être de plus en plus efficace dans le quartier et qui vont commencer à faire des patrouilles en permanence, quand même diminuer l'activité criminelle à la Scampia de 70 à 80%. Aujourd'hui, les voiles sont censées être détruites, elles sont en piteux état, il y a pourtant encore beaucoup de monde qui vit dedans, mais les autorités tardent un petit peu à la destruction, il faut aussi reloger les gens. D'autres veulent garder la Scampia comme des traces historiques, ou encore tout un tas de projets comme les rénover, en faire des bureaux, ce genre de choses. Pour ceux qui y restent, il y a tout un travail associatif assez important qui est fait. Ça va du club de sport jusqu'aux associations comme celle qui s'est occupée du parc Cortez. Le parc Cortez, c'est un petit peu la renaissance de la Scampia à côté, sans la présence de la mafia, un parc où les enfants peuvent jouer tranquillement, il y a beaucoup de rénovations, de jeux. Disons que les habitants semblent se réapproprier les lieux après qu'ils aient été abandonnés par l'État et récupérés par la Camorra pendant tant d'années. La Scampia, je suis passé il y a 2 mois, c'est plus un quartier si dangereux que ça, il y a une grosse baisse de la criminalité. Ce que j'ai vu, c'est surtout des familles, des jeunes sur des scooters, des vieilles personnes. Puis les destructions des voiles se font petit à petit, d'une part par les travaux, par les autorités qui détruisent les voiles petit à petit,
et puis par les dégradations des voiles, ce qui témoigne aussi du fait que les gens ne se sentent pas vraiment chez eux ou juste de passage. Et normalement, chez soi, on n'encasse pas les vitres, on ne le tague pas. Et en fait, l'État n'a quasiment fait que construire la Scampia et détruire la Scampia. Et entre les deux, c'est majoritairement la Camorra qui s'en occupait. Ou disons que c'est la plus grosse organisation qui l'ait façonnée. Aujourd'hui, ce serait plutôt les associations. Et je dois dire qu'au début de la vidéo, je vous ai trompé sur l'aspect paradis sur Terre de la Scampia et de ses plans, simplement. Je ne crois pas au paradis sur Terre, mais par contre, je pense que les architectes, notamment de ce moment-là, mais encore ceux d'aujourd'hui, y croient. Pour Francesco Di Salvo, c'est évident qu'il ait puisé son inspiration chez Le Corbusier. Et les deux ont un point commun, c'est que ce sont des rationalistes. Ils veulent organiser la société uniquement selon des lois rationnelles, et l'expression architecturale d'une société rationnelle, pensée comme ça, c'est la Scampia. Sauf que contrairement à beaucoup d'utopies rationalistes, et elle remonte, et ben celle-là, elle a été réalisée. Mal réalisée, d'accord, mais ça n'aurait rien changé au fond, ce sont des détails. Ce serait dans tous les cas resté une utopie rationaliste. Comme je disais au début, il y a toujours un moment où l'architecte a besoin de briller, c'est son moment, et il doit faire sa ville. L'idée du Corbusier, c'était le plan voisin, bon, c'était aussi de raser Paris. Il faut se rendre compte, raser Paris, de la trace qu'on laisse dans l'histoire, et ça c'est le sujet d'une autre vidéo que je vous mettrai en suggestion à la fin. On n'est pas là pour parler du Corbusier, mais il y a un vrai parallèle à faire avec Di Salvo, où en fait l'architecte se place comme ça, comme un empereur de la ville, et encore l'empereur a pas tout créé, c'est quelque chose entre un empereur et un dieu, en fait, de cette ville de la Scampia. Là, certes, ils sont plusieurs, lui s'est occupé des voiles, mais ça reste une poignée d'architectes qui a pensé comme ça toute une ville terminée, sans possibilité de l'étendre. Elle a des contours comme ça pour des milliers de personnes. Et le grand rôle d'empereur, à ce moment-là, se limite évidemment au pouvoir de faire cette ville, et pas aux responsabilités. Au pire, il sera désolé de la ville qu'il a fait. Là, Di Salvo est décédé avant de voir la ville qu'il a fait, et quoi qu'il en soit, il n'a pas l'obligation de vivre dedans. Je pense que les plans seraient sûrement dessinés différemment s'il devait vivre dedans. Et c'est pareil, si la ville s'embrase, il prendra pas feu avec. Et ça, c'est un sujet que j'explorerai plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner pour pas la rater. C'en est une que je fais traîner depuis... Ouais, ça fait plus d'1 an, c'est terrible. En tout cas, qu'on se comprenne bien, je n'impute pas à Di Salvo la violence qu'a subi la Scampia. Cette violence-là, elle est due à la Camorra, à certains des habitants, mais c'est pas Di Salvo avec ses plans en béton qui fait naître la violence. Effectivement, la Camorra se l'est bien appropriée, la cité, mais à la limite, ils pouvaient pas tellement penser à ça, et ce serait approprié n'importe quel quartier. Et d'ailleurs, elle l'a fait, il y a beaucoup de quartiers de Naples qui ressemblent pas à la Scampia, et qui pourtant ont été appropriés, ont eu des morts, ont eu des drames que la Scampia a connus. Je ne lui impute pas non plus le manque d'entretien, même si, avant de construire un palace, il faut s'assurer qu'on puisse l'entretenir. Mais je veux dire, c'était pas à lui de l'entretenir, et j'entends que l'économie du moment, au moment où ça a été pensé, lui donne bon espoir pour la suite. Comme ça a été le cas d'ailleurs des autres projets comme Marina Bay des Anges, le quartier olympique. Ces deux projets-là se sont transformés en résidence de luxe. Je veux dire, tout va bien. Il y a, j'imagine, en tout cas pour Marina Bay des Anges, pas mal d'impôts. Ça flaire le vote républicain, je pense que il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Évidemment, l'argent peut entretenir ce genre de projet, ou simplement l'argent que payent ces gens pour y vivre, les loyers. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces deux cas qui ont réussi, c'était des... entre guillemets des idéaux bourgeois, c'est-à-dire que, à la différence de la Scampia, ils savaient que ce seraient des établissements populaires, et c'est pas la même chose de faire fonctionner un quartier avec beaucoup d'argent et avec peu d'argent. Ce que je veux dire, c'est que à peu près n'importe quel projet peut marcher s'il y a des investissements de fonds réguliers. Et là, c'est ce qui a été attendu, j'imagine, avec la Scampia, sans doute de la part de l'État. Ça aurait été l'État qui aurait dû payer ce rêve comme ça. Mais pour qu'un quartier populaire soit agréable à vivre, bon, déjà, ça dépend pas beaucoup de l'architecture, mais le peu que fait l'architecture, pour que ça fonctionne tout seul, je dirais que majoritairement, il faut s'inspirer des règles traditionnelles des quartiers populaires des villes, puisque c'est quand même là que ça se passe le moins mal, qu'esthétiquement on s'en sort le mieux, et qu'on n'a pas cette espèce de mélange bizarre de la Scampia avec une résidence de luxe en ruine. Et il en va de même pour l'argument que Di Salvo aurait créé un ghetto, parce que c'est des choses qu'on entend beaucoup en France par rapport aux cités de ces mêmes époques-là, c'est qu'on aurait créé des ghettos à ce moment-là pour ghettoiser les gens et les mettre à part. C'est pas vrai du tout. Les gens, déjà, à ce moment-là, n'étaient pas du tout ghettoisés, c'est venu après, et en tout cas en France, c'est sûrement pour d'autres raisons, le fait que les gens veuillent vivre ensemble parce qu'ils sont d'une même culture, je veux dire, c'est un concept millénaire, on se sent mieux avec les siens, et il y avait rien d'étonnant là-dedans, et c'est pareil dans les autres pays, les quartiers huppés des grandes villes sont sous forme de tours, et on n'a pas entassé les gens dans ces tours.
Un riche, ça ne s'entasse pas. C'est juste parce que c'est une vie citadine confortable, voilà, qui vivent dans ces tours, parfois, en tout cas pour certains pays, moins confortables que nos quartiers qui seraient des ghettos. Donc je serais pas d'accord avec cet argument pour Di Salvo. Ce que je pense, c'est que tous ces architectes qui ont fait ce genre de projet à ce moment-là, à l'inverse du ghetto, imaginaient un paradis. Ils se disaient vraiment qu'ils allaient créer un paradis. Et en fait, c'est à peu près la même catégorie de population aujourd'hui qui vient nous dire « Oui, mais ils ont créé des ghettos. » Non, ces architectes ont cru au paradis terrestre, c'était une erreur et le temps nous l'a prouvé en quelques dizaines d'années. Effectivement, ces quartiers sont devenus des cauchemars, ils sont aussi considérés comme laids. Et là, les mêmes ont dit « Non, non, mais ils ont créé des ghettos, nous, vous inquiétez pas, on va créer des paradis terrestres. » Et en fait, ils vont refaire l'erreur. Ils comprennent pas. Ils veulent pas comprendre qu'il y a du mal dans l'homme, pas que dans la société, et que c'est pas la société qui lui donne, qu'il y a du mal intrinsèquement dans l'homme, et donc on ne crée pas de paradis avec du mal dans l'homme. Et tant qu'on est sur Terre, il n'y a pas de paradis. On peut certes s'approcher d'une meilleure situation, mais regardez, qu'est-ce qui se passe quand on s'approche d'une meilleure situation? On va dans des villes plus traditionnelles, c'est ça la meilleure situation. C'est la ville la plus traditionnelle possible, faite à un moment où il y avait encore une volonté esthétique chez les architectes, dans des petits centres-villes où on comprend pas trop pourquoi, mais voilà, on s'y sent bien. Et pas dans ces espèces de projets collectivistes là, qui remontent aux phalanstères, c'est infernal. Là, le problème de la Scampia, c'est qu'elle n'a juste rien à voir avec Naples et son mode de vie. La Scampia, c'est du brutalisme qui plaît aux Danois. C'est pas pour les Napolitains. Les Napolitains doivent pas être dans un environnement aussi ordonné, où tout est déjà pensé pour eux. Il y a un chaos à Naples. Là, on est sur un mélange d'architecture de l'URSS, c'est pas exactement ça, mais on peut y retrouver, en tout cas, ce genre de bloc, surtout en dehors des vélés, parce que sur les vélés, on sent l'hédonisme italien. On sent l'envie de la terrasse, boire des citronnades, boire des spritz sur la terrasse. Il y a de la Méditerranée. On s'amuse moins en Bulgarie. Après, et c'est pas pour nuancer ce que j'ai dit, mais c'est vrai que esthétiquement, je trouve la Scampia intéressante. Ça va être d'un point de vue qu'on pourrait dire un petit peu cynique. Déjà parce que justement, moi j'aime bien le brutalisme. Je pense que c'est une erreur. Je pense que l'idéal n'est pas de vivre là-dedans, mais c'est une erreur qui a un certain intérêt esthétique. Surtout quand le projet est audacieux, et les vélés, c'est audacieux, justement. Par-dessus ça, ça n'a pas été entretenu. C'est pas comme tous nos quartiers en France qui sont repeints toutes les 2 semaines. Ça a été aussi abandonné, squatté, dégradé par les habitants, ce qui donne une impression de ruine, en fait. Puisqu'il y a même par endroits la végétation comme ça qui reprend le pas sur le béton. Esthétiquement, c'est intéressant, je trouve ça d'une certaine beauté. Ça n'enlève rien au fait que c'est une erreur. Mais il faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent dedans, en fait. Il faut pas oublier que oui, c'est intéressant. En fait, c'est le problème de l'abstraction. C'est-à-dire qu'ils font leurs dessins qui sont des abstractions, et la citation va être inexacte, mais en théorie, la théorie c'est comme la pratique. Mais pas en pratique. Et c'est ça, c'est-à-dire que dans la théorie, on va très vite se tromper d'un zéro. Voilà, ça peut arriver. Alors que dans la pratique, on se trompe pas d'un zéro. Quand vous êtes parti pour faire 20 pompes, vous n'en faites pas 200 par erreur. Et ben ça, c'est le problème que je trouve chez certains architectes contemporains, en tout cas, c'est l'intellect qui se flatte. Donc voilà, même si je peux avoir un attrait pour la Scampia, parce que ça donne un côté tableau d'Hubert Robert, ces espèces de ruines, plus le brutalisme, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'on soit fait pour vivre dans des fourmilières, parce qu'on n'est pas des fourmis. Et l'idée de la table rase, je la trouve aussi laide dans les paroles que dans le béton. Bon, j'espère que le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire. Moi, en tout cas, j'ai trouvé le sujet passionnant, et certains l'ont peut-être remarqué, mais cette vidéo est un peu une suite de la vidéo sur Le Corbusier, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai en suggestion juste derrière. Je vous mettrai aussi une seconde suggestion de ma chaîne sport, sûrement un vlog dans lequel je reviens de Naples, si ça vous intéresse. Et puis, Noël approchant, n'hésitez pas à faire un tour chez l'atelier Missor, bien évidemment, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur le site, vous trouverez sûrement votre bonheur. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée peut-être. À bientôt.